jour où j'ai signé les papiers de mon divorce, j'étais vêtue de rouge, pas le cramoisi timide et sage des romans d'amour, mais le vermillon criard des gyrophares, des panneaux de danger. L'avocat de Richard n'a pas cessé de fixer ma robe pendant que nous officialisions la mort de nos 5 années de mariage dans un bureau stérile du centre-ville qui sentait le détergent à moquette et les promesses brisées. Tu as l'air de célébrer quelque chose, a dit Richard, son stylo en suspens au-dessus de la ligne de signature. Ah oui, j'ai souri de toutes mes dents. La vérité, c'est que j'avais l'impression de me noyer. Chaque inspiration était courte, insuffisante, comme si j'essayais d'aspirer de l'air à travers une paille à café. Le bout de mes doigts a laissé des empreintes humides sur la table en acajou verni alors que je signais, d'un geste expert, l'acte de renonciation à une demi-décennie de ma vie. La cartographe en moi voulait désespérément tracer les contours de ce nouveau territoire, le célibat à 34 ans, mais ma boussole intérieure s'affolait, incapable de trouver le nord. Madame Davis? La voix de l'avocat m'a ramenée à la réalité. Si vous pouviez paraffaire ici et là. Dehors, Fort Worth cuisait sous un soleil d'octobre qui refusait d'admettre l'automne. La chaleur irradiait du trottoir en vagues visibles lorsque je fis mes premiers pas dans ma nouvelle vie. Mon téléphone a vibré. Gary, mon frère, la seule personne qui n'avait pas choisi de camp dans notre divorce. C'est fait? A-t-il demandé, libre comme l'air ou presque? Ai-je répondu, ma voix dangereusement proche de se briser. Mais je ne suis pas sûre de savoir quoi faire de toute cette liberté. J'apporte du whisky et un plat à emporter chez toi à 19 heures. Ce n'est pas négociable. J'ai erré dans le centre-ville dans ma robe rouge, telle une éclaboussure de sang sur le paysage de béton et d'acier. 3 couples m'ont croisé, mains entrelacées, avenir aligné. Je me suis surprise à compter les minutes depuis la dernière fois qu'on m'avait touchée avec affection. 144 000 environ. 3 mois que Richard avait déménagé, emportant la moitié de notre collection de vinyles et toutes mes certitudes. De retour à mon appartement, désormais le mien et seulement le mien, j'ai étalé mon projet en cours sur la table de la salle à manger. Des cartes pour le numéro spécial annuel du magazine de voyage. Littoraux et dénivelés, cols de montagne et méandres de rivière, je pouvais cartographier n'importe quel paysage, sauf les vides béants dans ma poitrine. Mes doigts ont tracé les courbes de la côte du Golfe, la date où là-bas devait commencer à se rafraîchir, les touristes étaient partis, les plages vides et sincères. Peut-être que je devrais y aller, ajouter, cartographier quelque chose de réel au lieu de simples souvenirs. La sonnette a retenti à 19 à 15 heures précises. Gary se tenait sur le seuil avec une bouteille de bullette, sous tête de bullite et un sac qui sentait l'ail et le gingembre du restaurant taille du coin. Jésus, Tess, t'as une sale gueule dans tes fringues de marque, a-t-il dit en me bousculant pour entrer dans la cuisine. Le rouge ne te va plus? Ça ne m'a jamais non, été. Je me suis effondrée sur le canapé pendant qu'il versait les verres. Tu crois que j'ai fait une terrible erreur? Gary m'a tendu un gobelet contenant 2 doigteurs de liquide ambré. Laquelle? Le mariage ou le divorce? Les deux, ni l'un ni l'autre. J'ai avalé le whisky trop vite, accueillant sa brûlure. Je ne sais plus qui je suis sans lui pour me définir. N'importe quoi. La voix de mon frère était douce malgré le mot. Tu étais Tessa Davis avant d'être Tessa Cook. Tu as toujours su exactement qui tu étais. Il avait tort. La femme qui s'était mariée était confiante et déterminée. La femme assise dans cet appartement à moitié vide était une étrangère dans sa propre peau qui essayait de se souvenir comment respirer normalement. J'ai trouvé une nouvelle mission pour toi, a dit Gary en remplissant mon verre. Le magazine pour lequel tu travailles s'associe à Ellie Gonzalez pour leur grand reportage d'hiver. La photographe? Le nom me disait vaguement quelque chose. Photographe d'aventure. Elle a besoin d'un cartographe pour sa prochaine expédition. Il avait glissé son téléphone vers moi, ouvert sur le portfolio de la photographe. Peut-être que tu as besoin de te perdre pour te retrouver. Ah. Fais défiler des images de paysages d'une beauté irréelle, tous plus sauvages les uns que les autres. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Du désir? Peut-être. Ou de la peur. Je ne fais pas de travail de terrain, ai-je marmonné. Il y a beaucoup de choses que tu ne faisais pas avant aujourd'hui. Plus tard, après le départ de Gary, je me suis surprise à fixer le dernier texto que Richard m'avait envoyé 3 semaines plus tôt.
Nos cartes me manquent. Pas moi, nos cartes. Les graphiques et les diagrammes que nous avions créés ensemble. L'archive visuelle de notre relation. Je n'ai jamais répondu, je me suis endormie sur le canapé, toujours dans cette fichue robe rouge, en rêvant de littoraux et de roses des vents et d'une femme dont les photographies rendaient le monde à la fois dangereux et irrésistible. Le lendemain matin, ma patronne m'a appelée pour une mission qui allait tout changer, même si je ne pouvais pas savoir à l'époque que rencontrer Élie Gonzalez redessinerait chaque frontière que je croyais permanente. Les cartes ne mentent pas, c'est ce que j'ai toujours aimé chez elles. Chaque courbe de niveau dit la vérité sur le terrain qu'elle représente. Chaque rivière coule exactement là où l'encre bleue l'indique. J'aimerais que les gens soient aussi honnêtes que la cartographie. Mon appartement était devenu mon sanctuaire et ma prison depuis le divorce. Entouré d'étagères en riz à moitié vides et de murs nus où trônaient autrefois les œuvres prétentieuses de Richard, j'avais bâti une forteresse de solitude autour de ma table à dessin. J'étais en train de détailler une carte topographique du parc national de Big Bend quand Vivian, ma rédactrice en chef, m'a appelée. Tessa, ma chérie, comment va ce petit cœur en miettes? Sa voix dégoulinait de cette fausse sympathie que les gens réservent aux jeunes potes divorcés. Les cartes avancent bien, si c'est ce que tu veux savoir. J'ai coincé le téléphone contre mon épaule, continuant de tracer les lignes de contour. Mieux que bien, j'espère. Le numéro spécial d'hiver est notre plus grosse vente et cette année, on met le paquet. Elle a marqué une pause dramatique. Nous nous sommes associés à Ellie Gonzalez. Ma main a glissé, créant une arête non désirée dans l'ouest du Texas. La photographe? La Ellie Gonzalez, 3 couvertures du National Geographic l'an dernier. Elle fait notre grand reportage et elle a spécifiquement demandé notre meilleur cartographe pour l'accompagner. Mon estomac s'est noué. L'accompagner? Vivien, je ne fais pas de travail de terrain, je suis exclusivement en studio. Plus maintenant que ma douce. C'est une opportunité énorme pour le magazine. Et puis, sa voix s'est adoucie avec une préoccupation sincère. Ça pourrait te faire du bien de sortir. Tu hibernes depuis que Richard. Je voulais protester, mais la vérité de ses paroles me piquait au vif. Mon monde s'était rétréci à la taille de mon appartement, de ma table à dessin et des dîners obligatoires occasionnels avec Gary. Quand est-ce que je la rencontre? Ai-je demandé, la résignation s'abattant sur moi comme une couverture lestée. Aujourd'hui, à 14 heures, salle de conférence B, porte quelque chose de professionnel, elle peut être particulière. Particulière. Le mot m'a suivi sous la douche et pendant que je m'habillais, optant pour un pantalon fuselé gris anthracite et un chemisier crème qui ne criait pas, récemment divorcé et à peine fonctionnel. J'ai tenté de dompter mes cheveux blonds pour qu'ils ressemblent à ceux d'une adulte professionnelle plutôt qu'à ceux de quelqu'un qui y passe ses doigts par frustration depuis des semaines. Les bureaux du magazine bourdonnaient de l'énergie d'avant-bouclage alors que je me dirigeais vers la salle de conférence B serrant mon portfolio comme un bouclier. À travers les parois vitrées, je pouvais voir Vivian gesticuler avec animation devant une femme qui me tournait le dos. Même de dos, Ellie Gonzalez en imposait. Ses cheveux sombres étaient ainsi rassemblés en un chignon désordonné, exposant la ligne pure de sa nuque. Elle portait des chaussures de randonnée avec un pantalon de tailleur et une veste cintrée, le genre de personne aussi à l'aise dans une salle de conseil que sur une chaîne de montagne. Quand elle s'est retournée à mon entrée, je n'étais pas préparée à l'intensité de ses yeux verts. Ils m'ont jaugé d'un seul balayage rapide, professionnel et impersonnel. Vous devez qu'être la fille des cartes, a-t-elle dit. Aucune main tendue en guise de salut. Tessa Davis, cartographe senior? Je me suis redressée. Je crois que vous m'avez demandé spécifiquement. J'ai demandé la meilleure. Viviane a dit que c'était vous. Sa voix avait un léger accent que je n'arrivais pas à situer. Voyons ce que vous avez. J'ai étalé mon portfolio sur la table, hyper consciente de sa proximité alors qu'elle se penchait sur mon travail. Elle sentait le bois de santal et quelque chose de sauvage, l'air des montagnes peut-être. Ses doigts ont suivi mes lignes de contour avec une douceur surprenante. C'est bon, très précis. Elle n'avait pas l'air impressionnée, elle ne faisait que constater un fait. Mais comment êtes-vous sur le terrain quand le relief ne correspond pas aux attentes? Je n'ai pas l'habitude de... Oui, Vivien a mentionné votre préférence pour le studio. Elle m'a coupé d'un geste dédaigneux. Ça ne marchera pas pour ce projet, j'ai besoin de quelqu'un qui peut s'adapter sur place. Le paysage que je photographie change constamment. Je vous assure que je peux m'adapter.
Le mensonge m'a échappé avant que je ne puisse le retenir. N'importe quoi pour effacer cette expression de doute de son visage. Viviane a frappé dans ses mains. Parfait. Vous partirez lundi prochain pour le premier voyage de repérage. Juste 4 jours pour commencer. 4 jours. Avec cette femme qui me regardait comme si j'étais une pièce d'équipement potentiellement défectueuse. J'ai attrapé ma tasse de café pour cacher mon expression et, d'une manière ou d'une autre, je l'ai renversée en voyant le liquide sombre cascader sur la table, droit vers le sac d'appareil photo d'Ellie qui avait l'air de coûter une fortune. Merde. J'ai bondi sur le sac, le saisissant juste au moment où le café débordait du bord de la table. Dans le mouvement, j'ai bousculé Ellie, me pressant contre elle un instant avant de reculer en trébuchant. Elle m'a dévisagé, un sourcil levé. Puis elle a regardé ma main agrippée à son sac, le café dégoulinant de ma manche. Eh bien, a-t-elle dit lentement en me reprenant le sac. Au moins, vos réflexes sont bons, vous en aurez besoin sur le terrain. Mes joues sous-joues brûlaient pendant que Viviane se précipitait pour chercher des serviettes en papier. Ellie a ouvert la fermeture éclair de son sac, vérifiant son équipement. Tout va bien ai-je demandé, mortifiée. Elle a levé les yeux et quelque chose a changé dans son expression, une microseconde d'amusement avant que son masque professionnel ne revienne en place. Je vérifie juste si je dois mettre à jour ma police d'assurance avant de voyager avec vous. Alors que nous finalisions les détails du voyage, une chose est devenue claire. Ellie Gonzalez représentait tout ce que je n'étais pas. Confiante, aventureuse, sans attache. Pendant que je cartographiais les voyages des autres depuis la sécurité de ma table à dessin, elle les vivait. En partant, elle m'a tendu sa carte. Appelez-moi si vous avez des questions. Et Davis. Laissez le café à la maison. Je l'ai regardé s'éloigner, me demandant dans quoi je m'étais embarquée. Sur la carte dans ma main, il était simplement écrit Ellie Gonzalez, exploratrice, avec un numéro de téléphone et aucune adresse. Une femme impossible à localiser sur une carte. Quand ma sonnette a retenti à 21 h ce soir-là, j'ai failli ne pas répondre. J'étais plongée jusqu'au cou dans des recherches sur les schémas d'érosion côtière pour le voyage à venir avec Ellie, entourée de livres de référence et de restes de place à emporter. Le son m'a tellement surprise que j'ai renversé une pile de cartes marines. Une minute, ai-je crié, essayant de me frayer un chemin à travers le chaos pour atteindre la porte. J'ai ouvert sans regarder par le Judas, une habitude de la vie conjugale que je devais perdre et je me suis figée. Richard était cité, là exactement comme le jour de notre rencontre. Chemise Oxford froissée, cravate légèrement desserrée, une expression entre confiance et vulnérabilité. Qu'est-ce que tu fais ici? Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. J'étais dans le quartier. Le mensonge flottait entre nous, presque visible. Notre ancienne maison était à l'autre bout de la ville. Rien dans cette visite n'était une coïncidence. À 21 h, un mardi, je n'ai pas bougé du seuil. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux, ce geste qui faisait autrefois si battre mon cœur et qui n'était plus qu'un tic familier. Je peux entrer, s'il te plaît? Contre toute attente, je me suis écartée. Richard est entré prudemment, les yeux s'écarquillant en découvrant la transformation de l'appartement. Mes cartes et mes graphiques avaient colonisé chaque surface, chassant l'esthétique minimaliste qu'il avait toujours préférée. Tu travailles sur quelque chose d'important? A-t-il demandé en prenant une carte côtière que j'avais annotée. Pose ça, c'est pour le travail. Je la lui ai reprise des mains, nos doigts se frôlant un instant. 5 ans de mariage, et maintenant le moindre contact était chargé de gêne. Tu as été bien occupé. Il a fait un vague geste vers la pièce. On dirait que tu t'en sors. Tu es venu vérifier mon état de santé mentale, Richard? Parce que je vais bien, très bien, même. Il s'est dirigé vers la cuisine, a ouvert le réfrigérateur sans demander, un autre vestige du mariage, cette invasion désinvolte de l'espace personnel. Tu n'as plus de bière. Je ne bois pas de bière, c'était ton truc. Un silence inconfortable s'est installé. Je suis restée debout pendant qu'il s'appuyait contre le comptoir, m'étudiant avec une intensité qui m'aurait autrefois rendue nerveuse d'une manière agréable. Tu me manques, Stess. Voilà les mots que j'avais à la fois redoutés et secrètement espérés pendant les premières semaines après son départ. Maintenant, ils atterrissaient avec un bruit sourd dans ma conscience. Richard? Non, écoute-moi. Il s'est rapproché, s'arrêtant juste avant de pouvoir me toucher. J'ai réfléchi à nous, à ce qui n'a pas marché. Je crois qu'on a fait une erreur. Quelle partie était l'erreur? Se marier ou divorcer?
Il a tressailli. Les deux, ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, mais notre vie me manque. Rentrer à la maison et te retrouver me manque. Nos projets me manquent. Nos projets, la maison que nous n'avions jamais achetée, les enfants que nous repoussions sans cesse, les voyages toujours prévus pour un jour qui n'arrivait jamais. Nous n'avions pas de projet, Richard. Nous avions des substituts de projets. J'ai croisé les bras. Pourquoi es-tu vraiment là? Il a soupiré à nouveau, cette fois avec un tremblement qui suggérait une émotion sincère. Dîne avec moi demain. Juste un dîner, pour parler? Parler de quoi? D'essayer à nouveau. Ces mots auraient dû m'enthousiasmer. N'est-ce pas ce que l'épouse abandonnée est censée vouloir? Le retour, la réconciliation, la seconde chance? Au lieu de ça, j'ai ressenti un vide étrange, comme si je regardais un film que j'avais déjà vu et dont je me souvenais à peine. Un dîner, me suis-je entendu dire, mais je ne promets rien de plus qu'une conversation. Son sourire fut immédiat, soulagé. Je passe te prendre à 19 heures. Ce restaurant italien que tu aimais bien à Sundance Square? Après son départ, je suis restée immobile dans mon appartement, essayant d'identifier l'émotion qui bouillonnait en moi. Pas de l'excitation, pas vraiment de l'appréhension non plus. Quelque chose qui ressemblait plus à de la résignation, comme accepter d'assister au mariage d'un parent éloigné. J'aurais dû ressentir plus, n'importe quoi de plus. Le lendemain soir, je me suis habillée avec une nonchalance délibérée. Jeans foncés, chemisier en soie, maquillage minimal, rien qui ne suggère un effort ou une attente. Richard est arrivé à 19 heures pour des 19 heures précises, portant une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Le restaurant était exactement comme dans mes souvenirs. Lumière tamisée, nappe blanche, serveurs qui se prenaient pour ceux d'un établissement beaucoup plus chic. Nous avons commandé du vin, des entrées et sommes retombés dans les rythmes d'une conversation familière. Tu te souviens de notre dîner d'anniversaire ici? A-t-il demandé, souriant par-dessus son verre. Lequel? Le troisième. Quand le serveur a renversé du vin rouge sur ta robe. J'ai hoché la tête, bien que le souvenir semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Tu m'as donné ta veste pour rentrer. Tu vois, c'est ça qui me manque. Notre histoire, d'autre ne connaît ces anecdotes. Au fil de la soirée, je l'ai étudiée objectivement. Toujours beau de cette manière conventionnelle qui m'avait initialement attiré, toujours capable de conversations charmantes et de questions attentionnées, et toujours fondamentalement le même homme qui avait fait ses valises pendant que j'étais au travail, laissant un mot sur la cafetière. Au dessert, un tiramisu que nous avions accepté de partager, bien qu'il en ait mangé la plus grande partie. Richard a pris ma main. Ses doigts c'était mon shoujo, familier, étranger. Je veux rentrer là, c'est à la maison Tess. On peut tout recommencer. Et voilà, le moment qui aurait dû être le point culminant, mais qui a au contraire tout clarifié. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de l'amour, mais de la commodité, pas de la passion, mais du confort. Il avait essayé la vie de célibataire pendant 3 mois et l'avait trouvée décevante. J'étais l'option la plus sûre. Je pars lundi, ai-je dit doucement en retirant ma main. Pour le travail, je voyage avec une photographe pour le magazine. Pour combien de temps? Le premier voyage ne dure que 4 jours, mais il y en aura d'autres. Il a froncé les sourcils, la première émotion sincère que je voyais de toute la soirée. Tu ne voyages pas pour le travail? Tu détestes voyager. Les choses changent. Richard, les gens changent. J'ai posé ma serviette sur la table. C'est ça que tu n'as jamais compris. Quand il m'a posé à mon appartement, il s'est penché pour m'embrasser. J'ai légèrement tourné la tête pour que ses lèvres effleurent ma joue. La déception dans ses yeux a confirmé ce que je savais déjà. Le dîner avait été une erreur, mais une erreur nécessaire. Parfois, il faut revisiter le passé pour confirmer qu'on l'a dépassé. Bonne nuit, Richard, ai-je dit en sortant de sa voiture. Appelle-moi quand tu rentres. J'ai hoché la tête sans m'engager, pensant déjà aux cartes côtières et aux yeux verts qui évaluaient plutôt qu'ils n'admiraient, aux territoires inconnus et à la possibilité de se perdre vraiment, merveilleusement. J'ai toujours préféré cartographier les littoraux plutôt que de les arpenter. Il y a quelque chose de fascinant à tracer le bord déchiqueté où la terre rencontre l'eau depuis la sécurité de ma table à dessin, le compromis parfait entre l'aventure et la sécurité. Pourtant, j'étais là, mes bottes s'enfonçant dans le sable humide de la côte du Golfe, fuyant mes problèmes comme une divorcée de clichés dans un mauvais roman.
Après ce dîner désastreux avec Richard, j'avais appelé Vivian et demandé quelques jours de congé avant le début de la mission avec Ellie. À ma grande surprise, elle avait accepté immédiatement. Prends le reste de la semaine, ma chérie, mais sois de retour lundi tapante. Ellie ne tolère pas les retards. J'ai jeté quelques vêtements dans un sac et j'ai conduit vers le sud, sans autre destination que loin. 5 heures plus tard, je me suis retrouvée dans un motel bon marché à Port Aransas, les fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air marin de novembre. La plage en hiver est testée glorieusement vide, dépouillée de ses touristes estivaux et de ses faux-semblants. Le premier matin, j'ai marché pendant des heures en silence, ramassant des coquillages et évitant mes propres pensées. L'après-midi, j'étais passée à l'étape supérieure, assise sur du bois flotté, esquissant le littoral de mémoire, une forme de méditation pour la cartographe que j'étais. Le deuxième jour, j'ai recommencé à respirer normalement. Ce soir-là, tandis que le soleil fondait à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose violent, je me suis aventurée plus loin sur la plage que je ne l'avais fait auparavant. Le vent s'était levé, transportant l'odeur âcre de la saumure et de l'hiver imminent. Mes cheveux me fouettaient le visage alors que je serrais ma veste contre moi. Quelque chose a scintillé dans le sable mouillé devant moi, captant les derniers rayons désespérés du soleil. J'ai accéléré le pas, curieuse. À moitié enfouie près de la ligne de flottaison se trouvait une boussole. Pas un jouet en plastique ou un souvenir bon marché, mais un lourd instrument en laiton aux gravures complexes autour de son cadran. Je me suis accroupie, balayant le sable pour révéler ce qui semblait être un design personnalisé, des chaînes de montagne, des étoiles et ce qui ressemblait à des phrases en latin encerclant les points cardinaux. Magnifique, ai-je murmuré en la retournant. Aucune marque de fabricant ou de nom, juste d'autres gravures délicates. L'aiguille tournait librement lorsque je l'inclinais, se stabilisant avec confiance vers le nord. Une antiquité en état de marche, potentiellement précieuse, certainement personnelle. Je l'ai glissée dans ma poche, me surprenant moi-même. Je n'étais pas une voleuse, mais laisser cet objet être repris par la mer me semblait une erreur. Je posterai une annonce en ligne pour voir si son propriétaire pouvait être retrouvé. Au moment où je me suis redressée, le vent est soudainement tombé, laissant place à un calme étrange, rompu seulement par le clapotis rythmé des petites vagues. De retour au motel, je photographiais la boussole sous tous les angles, capturant les détails qui la rendaient si spéciale. Il y avait quelque chose d'intime à tenir l'instrument de navigation d'un autre, cet objet qui l'avait peut-être guidé à travers d'importants voyages. Je rédigeais un bref message pour un forum d'objets trouvés, décrivant où je l'avais découverte et comment me contacter. Après avoir cliqué sur Envoyer, je m'assis en tailleur sur le matelas affaissé, manipulant la boussole avec une fascination croissante. Elle était chaude dans ma paume, comme si elle avait absorbé la lumière du jour ou peut-être la chaleur corporelle de son ancien propriétaire. Du bout du doigt, je suivis les gravures autoendures de montagne, me demandant quel sommet Fezelo représentait et si leur possesseur les avait gravis. Tout le monde a besoin d'une direction, murmurai-je à la pièce vide. Ma propre boussole intérieure s'affolait depuis le divorce, et même avant, si j'étais honnête. Quand m'étais-je sentie vraiment orientée pour la dernière fois? Certainement pas avec Richard. Peut-être pas depuis l'université, quand les rêves semblaient encore possibles et non simplement pragmatiques. Le lendemain matin, l'aube se leva, claire et froide. Je m'emmitouflai et retournai à la plage, la boussole dans ma poche, son poids étrangement réconfortant. J'allais marcher une dernière fois avant de rentrer peu à Fort Worth pour préparer la mission avec Ellie. La plage était déserte, à l'exception de quelques joggeurs matinaux au loin et d'oiseaux de rivage arpentant les bas-fonds. Je marchais près du bord de l'Eio, laissant parfois une vague clapoter sur mes bottes, la boussole pressée contre ma cuisse à travers ma poche, tel un compagnon secret. Je trouvai un morceau de bois flotté relativement sec et m'assis, sortant mon téléphone pour vérifier si quelqu'un avait répondu à mon message. Plusieurs notifications apparurent, mais avant que je puisse les lire, une voix retentit derrière moi. Excusez-moi. Je me retournai, protégeant mes yeux de l'éblouissement du soleil matinal se reflétant sur l'eau. Une femme courait dans ma direction en agitant un bras. À mesure qu'elle se rapprochait, mon estomac se noua en la reconnaissant. Ellie Gonzalez s'arrêta à quelques mètres, légèrement essoufflée, les joues empourprées par l'effort ou le froid. Elle portait un legging de sport. Et une veste technique, ses cheveux sombres rassemblés en une queue de cheval décoiffé. Pas de maquillage, pas de matériel photo, rien qui ne suggère la professionnelle intimidante que j'avais rencontrée dans la salle de conférence B.
Davis? Dit-elle, la surprise évidente dans sa voix. Tessa Davis? Bonjour, réussis-je à articuler, terriblement consciente de mes cheveux emmêlés par le vent et du fait que je portais le même pull pour le troisième jour consécutif. Elle s'approcha prudemment, comme si je risquais de détaler tel un cerf effarouché. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous ne partons que lundi. J'avais besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Je me levai maladroitement, époussetant le sable de mon jean. Et vous, quelle est votre excuse? Un sourire étira le coin de sa bouche. Je me prépare, je fais toujours des repérages avant de faire venir l'équipe. C'est donc ici que nous allons? Elle hocha la tête, désignant le littoral. En partie, nous allons documenter les changements côtiers d'ici jusqu'à Padre Island. Ses yeux se plissèrent s'allégèrent en moment. Vous ne le saviez pas? Je n'ai pas encore consulté l'itinéraire final. Un autre mensonge. J'évitais tout ce qui touchait au travail depuis mon dîner avec Richard. Le regard d'Ellie était analytique, évaluant mon apparence débraillée et mon manque de préparation évident. Avant qu'elle ne puisse faire un commentaire, je lâchai. Vous logez dans le coin? Un, euh, un cottage blanc là-haut sur les dunes. Il appartient à un ami photographe. Elle désigna une structure usée par les éléments que j'avais remarqués lors de mes promenades. Et ça fait déjà 3 jours que je suis là. Oh, 3 jours! Nous avions partagé cette plage sans le savoir. Elle déplaça son poids, paraissant soudain moins assurée. Voilà, j'allais préparer le petit déjeuner. Voudriez-vous vous joindre à moi? On pourrait parler de la mission. L'invitation me surprit, cette femme aux pieds nus, légèrement gauche, n'avait rien à voir avec la professionnelle autoritaire que j'avais rencontrée à Fort Worth. Contre tous mes instincts, qui me hurlaient de maintenir une distance professionnelle, j'acquiesçai. Avec plaisir, dis-je, et je le pensais. Je la suivis sur la plage en direction du cottage, la boussole lourde dans ma poche. Ce n'est que plus tard que je comprendrai la portée de cet instant, comment la découverte d'un objet perdu m'avait conduite exactement là où je devais être. Le cottage d'Ellie sentait le café et l'air salin, avec un mobilier dépareillé qui semblait pourtant intentionnel plutôt que fortuit. De grandes fenêtres faisaient des faces à l'océan, inondant l'espace d'une pâle lumière matinale. Du matériel photographique était éparpillé sur la table de la salle à manger, des objectifs disposés par taille, tels d'étranges pièces d'échecs. Noir ou avec du lait? Cria-t-elle depuis la minuscule cuisine. Noir, c'est parfait, répondis-je, toujours debout, mal à l'aise dans le salon, incertaine de ma place dans ce scénario inattendu. Elle revint avec 2 tasses fumantes et une assiette de toast. Ce n'est pas grand-chose, mais les protéines viendront plus tard. Asseyez-vous. Nous nous installâmes à table en prenant soin de ne pas déranger son équipement. De près, sans la formalité du bureau entre nous, Ellie paraissait plus jeune, les ridules au coin de ses yeux semblant plus dues au rire qu'à la sévérité. Ses mains, remarquai-je, étaient lointes et gracieuses malgré leur efficacité. De longs doigts enroulés autour de sa tasse, une petite cicatrice s'ici sur une phalange. Alors, dit-elle après un silence confortable, en fuite ou en quête? Je m'étouffais presque avec mon café. Pardon? Les gens viennent sur des plages désertes en novembre pour l'une de ces 2 raisons. Soit ils fuient quelque chose, soit ils courent vers quelque chose. Elle hosta les épaules. Simple curiosité de savoir dans quel camp vous vous situez. En fuite, je suppose. Je traçai le bord de ma tasse. Récemment divorcée? Ah! Elle hocha la tête, comme si cela expliquait tout. Assez récent pour porter encore la marque de l'alliance? Ma main se porta instinctivement à mon doigt nu, à la bande de peau pâle où mon alliance avait résidé pendant 5 ans. 3 mois, les papiers ont été finalisés la semaine dernière. Et l'ex, toujours dans le tableau? Je pensais à Richard, debout sur mon paillasson, à son retour présomptueux, rôdant en périphérie. Ellie sourit d'une moitié de bouche. Ils le font souvent, comme des fantômes qui n'ont pas accepté leur propre mort. La description était si parfaite que je ris, me surprenant moi-même. On dirait que vous parlez d'expérience. J'ai eu ma part de relations qui refusaient de rester enterrées. Elle vida son café. Finissez votre toast, nous allons être en retard. En retard? Pourquoi? L'illumination, dit-elle d'un air énigmatique en se levant pour débarrasser. Préparez un sac pour 2 semaines, la liberté nous attend. 1 heure plus tard, après être retournée à mon motel pour régler ma note et faire mes bagages à Quesalabra-la-Tete, je me retrouvais à suivre la Jeep robuste d'Ellie sur des routes côtières que je n'avais jamais pris la peine d'explorer.
Nous roulâmes pendant 40 minutes avant de nous engager sur une voie étroite qui serpentait à travers des dunes broussailleuses, pour finalement révéler une vaste bâtisse de style espagnol perchée sur une falaise surplombant le golfe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demandai-je alors que nous nous garions sur un petit parking. Le monastère Sainte-Claire. Ellie hissa son sac à dos sur son épaule. Ils organisent des retraites de méditation en silence. 2 semaines de paix, de réflexion et de réinitialisation de votre boussole intérieure. Un monastère? Je pensais que nous préparions la mission. C'est le cas. Elle me tendit une brochure. La meilleure façon de comprendre l'écologie côtière est de devenir assez immobile pour l'observer. Et puis, vous avez clairement besoin d'une maintenance spirituelle. Je la dévisageai, partagée entre l'offense et l'amusement. Vous ne me connaissez pas assez pour porter un tel jugement. Votre aura est quasi saine et quasiment en train de hurler, dit-elle avec le plus grand sérieux avant d'éclater de rire. Et aussi, vous portez le même pull depuis des jours et vous avez sauté sur l'occasion de prendre le petit déjeuner avec une quasi-inconnue. Les signes classiques de quelqu'un qui a besoin d'une intervention. Avant que je puisse protester, une femme vêtue de lin ample s'approcha de nous, ses cheveux gris coupés courts, son sourire serein. Ellie, bon retour parmi nous. Elle se tourna vers moi avec la même expression calme. Et vous avez amené une amie cette fois. Sœur Magdalena, je vous présente Tessa Davis. Elle a accepté de se joindre à la retraite. J'ouvris la bouche pour corriger cette fausse déclaration, mais je me surpris à dire enchantée de vous rencontrer. Sœur Magdalena nous guida à travers de frais couloirs de pierre jusqu'à une cour où plusieurs autres personnes étaient rassemblés, toutes l'air légèrement nerveux ou dans l'expectative. Certains portaient des vêtements de randonnée, d'autres des pantalons de yoga ou des tenues amples en coton. Personne ne semblait avoir été entraîné là contre son gré comme moi. Les règles sont simples, expliqua sœur Magdalena au groupe. Le silence commencera après le dîner d'orientation de ce soir. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de lecture autre que les textes spirituels de notre bibliothèque. Les sessions de méditation ont lieu 4 fois par jour, mais entre elles, vous êtes libre de vous promener sur le domaine, de vous reposer ou de vous livrer à des activités contemplatives. Nous associons les nouveaux venus à des praticiens expérimentés. Elle désigna Ellie. Puisque vous êtes venus ensemble, vous serez partenaires de méditation. Je lançai à Ellie un regard de trahison auquel elle répondit par un haussement d'épaule innocent. Notre chambre était dépouillée mais magnifique, murs blanchis à la chaux, 2 lits étroits avec de simples draps en coton, une fenêtre donnant sur le golfe, pas de télévision, pas d'horloge, pas de distraction. Vous aviez tout prévu, l'accusai-je en déballant les affaires que j'avais rassemblées à la hâte. Je viens ici avant chaque projet important. Ellie s'assit en tailleur sur son lit, parfaitement à l'aise dans ce décor monastique. Ça me recentre, ça m'aide à voir ce que je suis censée capturer. Quand je suis tombée sur vous sur la plage, elle marqua une pause. Disons que ça ressemblait à de la synchronicité. Vous auriez pu me le demander au lieu de me tendre une embuscade? Auriez-vous dit oui? Je réfléchis à la question. Me serais-je volontairement inscrite pour 2 semaines de silence avec une femme qui m'intimidait et m'intriguait à la fois? Probablement pas. Exactement. Elle sourit, satisfaite. Parfois, l'univers doit nous tendre un piège pour nous donner ce dont nous avons besoin. Ce soir-là, au dîner, notre dernière occasion de parler avant le début du silence, j'en appris plus sur Ellie en 1 heure qu'en faisant des recherches sur son travail. Née en Argentine, élevée au Colorado, elle avait commencé comme peintre paysagiste avant de découvrir la photographie. Elle parlait 4 langues, s'était cassé le bras 2 fois en tombant de falaise à la poursuite du cliché parfait et nourrissait un amour secret pour les romans à Léo de Rose. Et vous, la fille aux cartes? Demanda-t-elle alors que nous terminions notre simple repas. Qu'est-ce qui se cache sous ces lignes de contours si précises? Je lui parlais de mon enfance à Fort Worth, de mon diplôme en cartographie, de mon bref passage à l'Institut d'études géologiques des États-Unis avant de rejoindre le magazine. Je ne mentionnais ni Richard ni notre mariage raté. D'une certaine manière, dans ce lieu au bout du monde, cette partie de mon histoire semblait de plus en plus insignifiante. Alors que la nuit tombait et que l'heure du silence approchait, sœur Magdalena fit tinter une petite cloche. Souvenez-vous, dit-elle doucement, le but du silence n'est pas de nier la parole, mais de créer un espace pour ce qui a véritablement besoin d'être entendu.
Ellie croisa mon regard de l'autre côté de la table et articula silencieusement ce qui ressemblait à Prête? Je ne l'étais pas, pas le moins du monde, mais j'acquiesçais quand même. Le silence s'abattit comme une couverture, à la fois suffocante et réconfortante. Je suivis Ellie jusqu'à notre chambre, me demandant dans quoi je m'étais embarquée et pourquoi, malgré mes réserves, cela me semblait étrangement juste. Troisième jour de silence, et je perdais la tête. Non pas parce qu'il était interdit de parler, j'avais toujours été à l'aise avec le calme, mais parce que le silence amplifiait tout le reste. Le son de la respiration d'Ellie dans le lit à 2 mètres du mien, la façon dont la lumière du soleil créait des motifs sur notre mur blanchi chaque matin, la grâce délibérée avec laquelle elle bougeait pendant nos séances de méditation communes. Je n'avais jamais observé une autre personne aussi intensément sans lui parler. C'était intime d'une manière que la conversation ne pourrait jamais l'être. Le rythme quotidien du monastère devint notre langage commun. Réveil à l'aube au son des cloches, méditation dans la chapelle de pierre, petit déjeuner de fruits et de pain maison, matinée libre, méditation de midi, déjeuner simple, contemplation de l'après-midi, méditation du soir, dîner, dernière méditation, sommeil. Pendant les périodes libres, certains retraitants écrivaient dans des journaux ou parcouraient le labyrinthe au centre de la cour. D'autres aidaient à entretenir le potager ou balayaient les interminables allées de pierre. Ellie photographiait, non pas avec son matériel professionnel, mais avec un petit appareil photo argentique qui produisait des clics mécaniques satisfaisants. Elle semblait documenter les plus petits détails. Une file de fourmis transportant des miettes, le motif de la rouille sur une vieille charnière de porte, l'ombre d'une feuille de palmier sur le sable. Je me retrouvais attirée par le rivage où je dessinais la côte sous différentes perspectives, notant comment la plage changeait à chaque marée. Parfois, en levant les yeux, je voyais Ellie m'observer de loin, son expression pensive. Elle hochait la tête en signe de reconnaissance, mais n'approchait jamais, respectant une sorte de frontière invisible. Au 5e jour, le silence avait évolué, passant de gênant à confortable, puis à nécessaire. Mon esprit, habituellement encombré par les échéances et les angoisses liées à Richard, avait commencé à s'éclaircir. Je me surpris à me souvenir de détails de ma vie que j'avais oubliés. Ma grand-mère m'apprenant à lire les cartes quand j'avais 7 ans, l'odeur de mon laboratoire de cartographie à l'université, le moment exact où j'avais réalisé que j'avais choisi Richard non par passion, mais pour la stabilité. La 7e nuit, je ne parvenais pas à dormir. La chambre me semblait trop petite, mes pensées trop bruyantes. Je me glissais hors du lit en veillant à ne pas réveiller Ellie et traverser les couloirs baignés de lune jusqu'au toit plat du monastère. Sœur Magdalena nous avait montré cet endroit lors de l'orientation, mentionnant qu'il était accessible pour la contemplation à toute heure. La nuit était claire, les étoiles parsemaient le ciel comme des diamants sur du velours noir. Le golfe s'étendait devant moi, sombre et infini, sa surface reflétant la lumière des étoiles en douces ondulations. Je m'appuyais contre le parapet en pierre, respirant l'air salin et la solitude. Vous non plus, vous n'arriviez pas à dormir? Je sursautais à la voix d'Élie derrière moi. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la faible lumière du couloir, vêtue d'un pantalon ample en coton et d'un débardeur. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. C'était la première fois que je les voyais libres de leur chignon ou de leur queue de cheval pratique. Je croyais que nous n'étions pas censés parler, chuchotai-je, bien qu'il n'y eût personne d'autre pour nous entendre. Techniquement, le silence est levé à minuit pendant 5 minutes. Elle me rejoignit au parapet en gardant une distance prudente. Ce sont les règles de la sœur, une soupape de décompression pour ceux qui en ont besoin. C'est vrai, ou vous avez inventé ça? Son rire fut bas et chaleureux. En partie vrai, elle m'en a parlé lors de ma 3e visite, tout le monde ne le sait pas. Nous restâmes plusieurs minutes dans un silence confortable, observant le mouvement rythmique des vagues bien en dessous. Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici? Demandai-je finalement. Ellie ne répondit pas tout de suite. Quand elle le lit, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Parce que vous me rappelez moi-même, après le départ de Sarah, tout en précision et en contrôle à l'extérieur et en train de s'effondrer à l'intérieur. Sarah, ma compagne, ex-compagne, Elle traça un motif invisible sur la pierre entre nous. 5 ans ensemble, puis elle a décidé qu'elle n'était pas faite pour l'engagement. Je suis désolée. C'était il y a 3 ans, de l'histoire ancienne. Elle leva les yeux vers les étoiles.
Sauf que ce n'est jamais vraiment de l'histoire, n'est-ce pas? Ça façonne tout ce qui vient après. Comme la dérive des continents, dis-je. Le paysage semble stable, mais les plaques bougent quant à capo constamment en dessous. Elle sourit à la référence cartographique. Exactement. Finalement, on accepte la nouvelle topographie de sa vie, mais la première année, elle secoua la tête. La première année n'était qu'une suite de répliques sismiques. Je pensais à la réapparition de Richard, à quel point elle m'avait à peine touchée émotionnellement. Comment saviez-vous pour moi? Vos yeux, ils ont ce regard de blessure fraîche. Je l'ai vu dans mon propre miroir. Nous retombâmes dans le silence, mais quelque chose avait changé entre nous. La distance professionnelle que j'avais maintenue depuis notre première rencontre semblait soudain hors de propos face à cette compréhension mutuelle. Je devrais essayer de dormir, dis-je finalement. Méditation à l'aube. Ellie hocha la tête, mais ne bougea pas. Alors que je me tournais pour partir, elle reprit la parole. Tessa? Je m'arrêtai, surprise par l'intimité de mon prénom sur ses lèvres après des jours de silence. Je suis contente que vous soyez là. 3 mots simples, mais ils me suivirent, je n'entends virent jusqu'à notre chambre, résonnant dans mon esprit alors que je restais éveillée, écoutant son retour quelque temps plus tard, la manière prudente dont elle ferma notre porte, les bruits doux de son installation dans son lit. Le lendemain matin, pendant la méditation, j'étais terriblement consciente de sa présence à mes côtés sur les coussins, du léger va-et-vient de sa respiration, de la façon dont la lumière du soleil se prenait dans ses cheveux sombres, illuminant des mèches cuivrées que je n'avais pas remarquées auparavant, de la petite cicatrice près de son sourcil gauche qui tressaillait parfois au gré de ses pensées. La voix de sœur Magdalena nous guidait doucement. Observez votre conscience, se déplacer, remarquer sans attachement. J'essayais, mais tous mes sens semblaient à l'écoute d'Élie. Pas seulement sa présence physique, mais quelque chose de plus essentiel, son énergie, son être. C'était terrifiant et exaltant, cette soudaine hyper-conscience d'une autre personne. Cet après-midi-là, des nuages d'orage s'amoncelèrent au-dessus du golfe, chose inhabituelle pour la fin de l'automne. Le personnel du monastère s'activa avec efficacité, sécurisant le mobilier extérieur et fermant les volets. Le soir, la pluie s'abattait contre les fenêtres et le tonnerre roulait sur le haut. Pendant le dîner, sœur Magdalena annonça que plusieurs chambres du rez-de-chaussée avaient commencé à être inondées, obligeant certains retraitants à déménager temporairement. Les nouvelles attributions de chambres sont affichées dans le hall principal, dit-elle. Les personnes concernées doivent déplacer leurs affaires immédiatement après le dîner. Ellie et moi échangeâmes un regard par-dessus la table. Notre chambre était au rez-de-chaussée, face au golf. Effectivement, lorsque nous consultâmes la feuille de réaffectation, nous trouvâmes nos noms jumelés, relogés dans la seule chambre disponible au 3e étage. Une seule chambre. Un seul lit. Fort Worth nous accueillit avec une température de 20 degrés et un bruit urbain qui me parut une véritable agression après 2 semaines de silence côtier. Ellie me déposa devant mon immeuble avec une poignée de main qui s'attarda juste un peu trop longtemps et la promesse d'appeler au sujet de notre mission à venir. Rien dans son attitude professionnelle ne laissait supposer que nous avions partagé un lit pendant 3 nuits durant la tempête, allongés dos à dos, avec un océan de non-dits entre nous. Je restais sur le trottoir à regarder sa Jeep disparaître au coin de la rue, ayant l'impression de m'être réveillée d'un rêve ou peut-être d'y être entrée. Mon appartement me parut plus petit que dans mon souvenir, encombré des preuves d'une vie que je ne reconnaissais plus tout à fait comme la mienne. Des cartes, à moitié finies sur ma table à dessin, la tasse à café oubliée de Richard encore dans l'égouttoir, le courrier empilé sur le comptoir, y compris une enveloppe manuscrite dont j'identifiais immédiatement l'écriture précise de mon ex-mari. Je la jetai sur la pile croissante des choses à régler plus tard et déballai mon sac de retraite, des vêtements pleins de sable tombant dans le panier à linge. La boussole en laiton que j'avais trouvée sur la plage des semaines auparavant tomba d'une poche latérale, brillant faiblement dans la lumière de l'après-midi. Je l'avais complètement oubliée après qu'Ellie m'eut révélé qu'elle lui appartenait, un cadeau de son grand-père qui avait glissé de sa poche lors d'une course matinale. Elle avait insisté pour que je la garde quand j'avais essayé de la lui rendre. Manifestement, elle voulait vous trouver, avait-elle dit lors d'une de nos conversations de minuit sur le toit du monastère. Qui suis-je pour contredire une boussole qui sait où elle va? Mon téléphone, éteint depuis 2 semaines, se mit à sonner à plusieurs reprises en se reconnectant à la civilisation.
12 messages de Gary, de plus en plus inquiet de ma soudaine disparition. 3 de Viviane confirmant les arrangements de vol pour la prochaine mission. 7 messages de Richard. Le plus récent disait simplement Il faut qu'on parle. Je les ai tous ignorés et j'ai pris une longue douche, essayant de laver l'étrange mélancolie qui s'était installée en moi. Le silence du monastère avait ouvert un espace de clarté que je n'avais pas connu depuis des années. Maintenant, de retour dans le vacarme de ma vie ordinaire, je me sentais étrangement déconnectée, comme une voyageuse revenue dans une patrie qui ne lui convenait plus tout à fait. Ce soir-là, Gary est arrivé à l'improviste avec des plats chinois à emporter et une inquiétude fraternelle. La prochaine fois que tu décides de disparaître de la surface de la Terre, envoie peut-être un foutu texto d'abord, a-t-il dit en me bousculant pour entrer dans la cuisine. J'ai failli signaler ta disparition. Je t'ai laissé un message. Je l'ai suivi, humant l'odeur familière du poulet du général Tso. Je pars pour un petit moment, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un message, c'est à peine un post-it. Il déballait les cartons avec plus de force que nécessaire. Tu étais où d'ailleurs? Dans un monastère, j'ai attrapé des assiettes dans le placard. Une retraite de méditation silencieuse. Gary s'est figé, une barquette de riz frit suspendue dans les airs. Toi, silencieuse? Pendant combien de temps? 2 semaines? Mon Dieu, Tess, la réapparition de Richard t'a vraiment retourné à ce point? Je me suis concentrée sur la répartition des nouilles dans nos assiettes. Ça n'avait rien à voir avec Richard. Bien sûr que non. Il m'a tendu des baguettes avec un regard sceptique. Pure coïncidence que tu aies ignoré tout le monde juste après l'avoir vu. Nous nous sommes installés à table, retrouvant le rythme confortable d'un frère et d'une sœur qui ont partagé d'innombrables repas. Entre deux bouchées, je lui ai donné la version édulcorée des événements. Le besoin d'espace, la découverte de la retraite, la préparation de ma prochaine mission professionnelle. J'ai complètement omis Ellie. En parlant de ton ex, a dit Gary en attrapant le dernier rouleau de printemps, il est venu te chercher. Il avait l'air vraiment inquiet. Richard ne s'inquiète pour personne d'autre que lui-même. Les gens peuvent changer, était. Stèse, j'ai posé mes baguettes. Ne me dis pas que tu es dans l'équipe Richard maintenant. Je suis dans l'équipe du bonheur de ma sœur. Il m'a observé attentivement. Mais quelque chose a changé chez toi. Ce n'est pas juste l'histoire de la méditation. Je vais bien. C'est que tu rayonnes et pas de cette lueur post-vacances. Ses yeux se sont plissés. Tu as rencontré quelqu'un? Ne sois pas ridicule. Putain, c'est ça. Il s'est penché en avant. Une romance au monastère? Scandaleux. Gary, arrête. Grand, brun et spirituel? Un gourou du yoga avec des abdos d'enfer? Mon visage a dû me trahir car son expression est soudainement passée de la taquinerie au sérieux. Attends, tu as vraiment rencontré quelqu'un? Qui? Comme je ne répondais pas, il a insisté. Cette photographe? Celle avec qui tu travailles? Mon silence fut une confirmation suffisante. Gary a sifflé doucement. Ellie Gonzalez, sérieusement, LNS n'est pas un peu trop intense pour toi? Il ne se passe rien, ai-je insisté, bien que les mots sonnent creux même à mes propres oreilles. Nous sommes collègues, c'est tout. C'est ça, et c'est pour ça que tu rougis comme une adolescente. Il a souri triomphalement. Ma sœur si sage et la photographe d'aventure intrépide, ça c'est un rebondissement que je n'avais pas vu venir. Ce n'est pas comme ça, mais ne l'était-ce pas? Ces conversations à minuit, la distance prudente que nous avions maintenue malgré le lit partagé, la façon dont ma peau semblait reconnaître sa présence avant même mon esprit. Alors, c'est comment? A demandé Gary, la voix plus douce. Compliqué, j'ai repoussé mon assiette. Et probablement à sens unique. Vous en avez parlé? Il n'y a rien à dire. On a passé 2 semaines sans se parler, puis on est rentré. Fin de l'histoire. Le téléphone de Gary a vibré. Il y a jeté un œil, puis m'a regardé avec une drôle d'expression. Quoi? Ai-je demandé? Richard est en bas. Il demande s'il peut monter, mon estomac s'est noué. Tu lui as dit que tu venais ici? Il avait l'air inquiet, Tess, et tu ne répondais à personne. Gary a eu la décence d'avoir l'air désolé. Je lui dis de partir? J'aurais dû dire oui. Au lieu de ça, je me suis entendue soupirer. Fais-le monter. Richard est arrivé avec des fleurs, des marguerites mes préférées, et cette expression sincère qu'il perfectionnait pour les réunions avec les clients et les excuses. Il a légèrement hésité en voyant Gary, espérant clairement une conversation privée. Bon retour, a-t-il dit en me tendant le bouquet. Tu avais disparu? J'avais besoin d'espace.
J'ai emporté les fleurs dans la cuisine à la recherche d'un vase que je savais ne pas posséder. Comment as-tu su que j'étais partie? Je suis passée la semaine dernière. Un voisin m'a dit que tu avais quitté la ville soudainement. Gary, sentant la tension, s'est levé. Je devrais y aller. J'ai une réunion tôt demain. Après son départ, Richard s'est installé sur mon canapé comme s'il y avait encore sa place. Je suis restée debout, les fleurs toujours à la main. Pourquoi es-tu là, Richard? J'étais inquiet. Il a tapoté le coussin à côté de lui. Viens, assieds-toi. Parle-moi de cette retraite. Il est tard, je suis fatiguée. Son expression s'est légèrement durcie. J'essaie de te joindre depuis des semaines. Tessa, la moindre des choses serait de me parler? De quoi? On s'est tout dit. Pas tout, il s'est levé se rapprochant. J'ai vu ton téléphone. C'est qui Ellie? Ellie est une collègue. Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. La photographe Satsav avec qui je travaille sur le projet côtier. Les yeux de Richard se sont légèrement plissés. Les notifications de ces messages semblaient plutôt amicales pour une collègue. J'ai réalisé avec un sursaut qu'il avait dû regarder mon téléphone pendant que j'étais sous la douche. Cette violation familière de ma vie privée, une habitude de notre mariage que j'avais oubliée, a fait monter la colère en moi. Tu as fouillé dans mon téléphone? J'ai posé les fleurs sur le comptoir avec un calme délibéré. Il n'arrêtait pas de vibrer. Il a eu la décence de paraître légèrement embarrassé, mais a insisté. Qui est cette femme pour toi? Exactement, Tessa? La question flottait entre nous, exigeant une réponse que je n'étais pas prête à donner, ni à lui, ni peut-être même à moi-même. Qu'était Ellie pour moi? Ma collègue, certainement. La femme à la présence de laquelle je m'étais habituée au fil de jours de silence partagé. La personne qui avait vu à travers mes murs si soigneusement construits quand personne d'autre n'avait pris la peine de regarder. Ça ne te regarde plus. Je me suis dirigée vers la porte, un renvoi clair. Merci pour les fleurs, il est tard, Richard n'a pas bougé. Je tiens toujours à toi, si tu traverses une sorte de phase à cause de notre divorce. Une phase? Le mot a allumé une étincelle en moi. Richard, je veux que tu partes. Maintenant? Tu ne réfléchis pas clairement. Cette photographe, elle est de toute évidence. Sors. Ma voix était descendue à un murmure dangereux. Ce que je ressens ou ne ressens pas n'a absolument rien à voir avec toi. Quand il est enfin parti, je me suis appuyée contre la porte fermée, le cœur battant la chamade. Mon téléphone a de nouveau vibré sur la table basse. Le nom d'Ellie illuminait l'écran avec un simple message. Café demain? Faut qu'on parle de la mission. Le lendemain matin, je suis arrivée au café avec 15 minutes d'avance, fébrile péto, d'un mélange de trop de caféine et d'anticipation nerveuse. J'avais passé la moitié de la nuit à essayer de cartographier le territoire entre la collaboration professionnelle et ce qui avait commencé à se développer pendant notre retraite. La cartographe, en moi, voulait désespérément des frontières claires, des itinéraires définis, mais ce terrain résistait à toute notation conventionnelle. Ellie est arrivée à l'heure précise, ressemblant plus à la professionnelle que j'avais rencontrée au début qu'à la femme que j'avais appris à connaître au monastère. Ses cheveux étaient tirés en arrière sévèrement, et elle portait un portfolio en cuir et son éternel sac d'appareils photo. Davis, elle a hoché la tête en s'asseyant en face de moi. Tu as une mine affreuse. J'ai ri malgré moi. Bonjour à toi aussi. La rentrée est toujours difficile. Elle a désigné les cernes sous mes yeux. Première nuit de retour à la civilisation? Quelque chose comme ça. J'ai joué avec ma tasse de café. Tu voulais discuter de la mission? Elle m'a étudié un instant, puis a ouvert son portfolio. Viviane a adoré le concept initial. Nous partons pour la première séance photo officielle la semaine prochaine. Padre Island pour documenter les schémas d'érosion. Nous avons passé 45 minutes à discuter de logistique, de besoins en équipement et de cartographie préliminaire. C'était la plus longue conversation que nous ayons eue depuis notre retour à Fort Worth et pourtant j'avais l'impression que nous avions deux conversations simultanées. Celle professionnelle sur la topographie côtière et une autre tacite en dessous. Finalement, Ellie a fermé son portfolio. Ça couvre la partie travail, maintenant pour l'autre chose, mon cœur a raté un battement. L'autre chose? Ta boussole? Ma... Oh, j'avais presque oublié que je l'avais encore. Elle est dans ta famille depuis 3 générations, a-t-elle dit sérieusement. Elle appartenait à ton grand-père, qui l'a utilisée pour naviguer pendant la guerre. Elle a clairement une immense valeur sentimentale. Je l'ai dévisagée, confuse. Mais tu avais dit...
Mon grand-père me l'a donné, a-t-elle poursuivi, ses yeux fixés sur les miens de manière significative, mais maintenant, je te la donne à toi, parce que parfois, une boussole, c'est exactement où elle doit être. La compréhension m'est venue lentement. Elle était en train de créer une histoire. Notre histoire, là, au milieu du café, m'offrant un récit qui était à la fois vérité et fiction. Merci, ai-je dit prudemment, ça compte beaucoup pour moi. Bien, elle a jeté un œil à sa montre. J'ai un vol à prendre, repérage au Nouveau-Mexique pour un autre projet. Quand seras-tu de retour? Dimanche soir, elle s'est levée, rassemblant ses affaires. À moins que tu ne veuilles te joindre à moi. L'invitation flottait dans l'air entre nous, lourde de possibilités. 4 jours plus tôt, j'aurais hésité, calculé, trouvé des excuses, mais quelque chose avait changé de manière irrévocable pendant ces journées silencieuses au monastère. Qu'est-ce que je ferais au Nouveau-Mexique? Ai-je demandé. Cartographier des territoires inexplorés. Son sourire contenait un défi. N'est-ce pas ce dont rêvent les cartographes? 3 heures plus tard, je me tenais dans mon appartement, devant une valise ouverte. Mon téléphone a sonné. Gary, probablement pour prendre des nouvelles après l'incident avec Richard la veille. Tu es assise? Ai-je demandé en répondant. Je devrais? Je pars pour le Nouveau-Mexique aujourd'hui? Avec Ellie Gonzalez. Son sifflement était bas et admiratif. Putain, Serette, tu ne perds pas de temps. C'est pour le travail? Ai-je dit automatiquement. Bien sûr, son sourire s'entendait au téléphone. Et Richard? Quoi, Richard? Il avait l'air plutôt déterminé hier soir. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, l'espace que j'avais créé après la fin de mon mariage, rempli de cartes, de projets et de possibilités. Richard appartient à un chapitre qui est déjà clos. Je suis prête à explorer de nouveaux territoires. 6 mois plus tard, j'étais assise sur un affleurement rocheux dans le sud de l'Utah, esquissant le magnifique canyon en contrebas, tandis qu'Ellie photographiait un nid d'oiseaux rares caché dans la falaise. La lumière du petit matin peignait tout en or, y compris son profil, alors qu'elle se tenait en équilibre précaire pour obtenir le cliché parfait. C'est dans la boîte, a-t-elle annoncé triomphalement, revenant prudemment vers moi. Comment avance la carte? Je lui ai montré mon rendu détaillé du paysage. Pas mal pour du travail de terrain. Pas mal du tout. Elle s'est assise à côté de moi, son épaule touchant la mienne. Tu te souviens quand tu prétendais ne pas pouvoir travailler en dehors d'un studio? Je me souviens de beaucoup de choses sur lesquelles j'avais tort. Elle a ri, le son se répercutant dans le canyon. Nous avions passé les dernières rognes et moi, Anne a alterné entre les missions et nos domiciles respectifs à Fort Worth, construisant progressivement quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avait encore vraiment nommé, quelque chose qui semblait à la fois sauvage et solide, comme le terrain que nous documentions ensemble. Prête à rentrer? A-t-elle demandé en rangeant son appareil photo. J'ai pensé à la petite boussole en laiton dans ma poche, notre talisman désormais, et au voyage sur lequel elle nous avait guidés. À la femme à côté de moi qui m'avait montré comment naviguer autant par le sentiment que par la précision. Aux cartes que nous avions dessinées ensemble, marquant des territoires à la fois physiques et émotionnels. Je suis exactement là où je veux être, ai-je dit, avant de me pencher pour l'embrasser.